Horoscopie, Patrick Mouratoglou. Laurent Baffy. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation, parce que je sais que tu es un planning de ministre, et là on est en plein Roland. Donc entre ton académie dans le sud, tes contrats, tes hôtels, tes bars à putes, enfin je veux dire, t'as un planning très chargé. Surtout les bars à putes, ça prend beaucoup Et de tu temps. prends le temps de venir ici, on va parler de ton livre, on va parler de tout. Déjà, on va refaire ta vie. Tu es né un juillet... Tu es né, je savonnais, je le refais pas parce que c'est pas bon pour mon image. On gardera tout ça, vas-y. Tu es né un 8 juin comme Kanye West, Bonnie Tyler, Kim Clijsters, Linda Davenport et Nana Mouskouri. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Alors, c'est Lindsay Davenport. C'est ce que j'ai dit. Presque. Baisse les yeux. Fais pas la confrontation avec moi. Hein. Non, je préfère que tu t'évitais de passer pour le con. Qui était une joueuse Ouais, elle était taraquée, numéro 1 mondial, ouais. numéro 1 mondial. Je sais même pas trop son jeu, mais peu importe. Elle n'a pas marqué l'histoire. C'est une très bonne chose. Peut-être Kim Pardon de te Clijsters. couper. Elle a été numéro 1 et elle a pas marqué l'histoire. Ah ouais, Pas t'as beaucoup. aucun sens de la hiérarchie en fait. Pas d'accord. beaucoup. Tu connais un peu le tennis? Les numéros 1 marquent l'histoire. Hein. Je te dis ça pour toi, pour ton futur. Très bien, merci. Kim Clijsters, je pense. Ah, Parmi ceux que tu as cités. Celle que tu as citées. Je pensais que ce serait Nana Mouskouri, comme tu as des origines grecques. Ça aurait eu du sens de ce point de vue-là, mais elle m'a pas fait vibrer comme chanteuse, donc je préfère Kim Clijsters, qui m'a fait vibrer comme joueuse. Donc tu es né, c'était la petite copine de Oui, de Leighton Hewitt. Leighton Bonne Hewitt. mémoire. Tu es né le 8 juin 1970 à Neuilly-sur-Seine, d'un père grec homme d'affaires et d'une mère française. Que faisait ta maman? Elle ne travaillait pas. Elle s'occupait de ses enfants. Ton père avait des sociétés. Tu as vécu à Neuilly. Ton père était très friqué, mais il t'a pas fait vivre dans l'opulence. Il était très friqué, oui et non. Il a eu des bons et des moins bons moments. Il a eu même une période où il a tout perdu. Donc, mais je m'en suis même pas rendu compte. Non, pas du tout dans l'opulence. Mais alors vraiment pas du tout. Et ils vivent toujours de la même manière d'ailleurs. Alors qu'ils ont revendu leur boîte, des milliards. Oui. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils vivent très simplement. Et ils me faisaient vivre très simplement, ce qui était même dérangeant pour moi parce que j'étais vraiment en décalage par rapport à tous les enfants avec lesquels j'étais. Parce que ils vivaient tous dans l'opulence et pas moi, donc j'étais habillé très mal habillé. Enfin bon, c'était pas terrible. Du coup, je me sentais un peu exclu. Ça a contribué un peu au fait que tu sois persécuté par les autres. Tu as eu une enfance de merde, une scolarité de merde. Tu étais très malheureux, tu voulais devenir invisible et t'avais pas d'amis, t'arrivais pas à t'exprimer. Bah, ça m'a pas aidé, mais c'est pas à cause de ça. Je peux pas dire ça, parce que ce serait excessif de tout leur mettre sur le dos. Non, et je trouve que ma mère était d'une timidité absolument invraisemblable. Et je pense qu'elle m'a passé la qualité. Et donc, comme je me connectais avec personne, c'était les gens qui sont faibles, ils sont toujours persécutés. C'est toujours pareil. Hein. Quand on est faible à l'école, qu'on parle à personne, qu'on est timide, qu'en plus on est mauvais élève, on est une proie facile. Donc oui, j'ai été persécuté par les profs déjà. Parce que je me suis fait frapper par les profs. J'ai eu des années où je comptais le nombre de baffes, j'en avais pris une quarantaine. Sous quel prétexte? Parce que soit je parlais, je sais pas comment je parlais d'ailleurs, parce que je parlais à personne, mais c'est parce que j'avais des mauvaises notes, etc. Mais ils prenaient du plaisir. Il y a eu une époque, je suis d'une génération où c'était encore fréquent. Hein. Moi, je suis beaucoup plus vieux que toi, je me souviens de ça. Ouais. Et il y avait des fessées à cul nu. Ouais. Mais c'est des humiliations en public. Hein. C'est vraiment, c'est du sadisme. Hein. Voilà. Mais donc quand on est beaucoup victime de ça parce qu'on est très mauvais à l'école et qu'en plus les enfants s'en mêlent aussi parce que encore une fois les faibles ont toujours tort, bah ça fait des enfances un peu difficiles. Donc c'était très dur. Ouais. T'étais fils unique? Non, j'avais un frère que j'ai toujours d'ailleurs qui a 3 ans de moins que moi. Et tu communiquais avec lui? C'était un secours pour toi, Oui. un ami, On s'entendait bien quand on était jeunes. un réconfort, je voulais dire. J'ai pas de souvenir que je me confiais beaucoup à lui. Je pense que j'avais vraiment honte et j'avais honte de moi. J'avais aucune estime de moi. C'est surtout ça aussi. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai aucune estime de toi. Ben, on est deux comme ça. Non, mais c'est bizarre la vie, hein. Ton père était un peu psychorigide. Il était vraiment dans son boulot à 2000%. Il vivait pour ça. Il est dans un autre monde. Donc Tu découvres le tennis à 4 ans. Tout de suite, tu sens que c'est ton sport. Tu rêves de devenir professionnel. Et ton père t'en empêche. Alors, il m'en empêche parce qu'il m'en donne pas les moyens.
Il m'a pas dit t'as pas le droit de jouer au tennis, il m'a laissé jouer au tennis. De ce point de vue-là, ils m'ont supporté puisque ma mère m'amenait même de temps en temps dans les tournois quand c'était loin. Elle a passé du temps à m'amener, donc je peux pas. Mais en revanche, passer un certain âge, quand on a un bon niveau, et c'était mon cas, parce que j'étais entraîné par la fédération, il faut que j'ai des horaires aménagés, il faut que je puisse voyager pour faire des tournois, etc. Et ça, impossible. Tu fais des études, on verra après. Ouais, mais il n'y a pas de après. Il n'y a pas de après. La carrière, c'est tellement court que, en fait, ils m'ont pas donné les moyens. Donc, d'une certaine manière, ils m'ont pas laissé continuer et j'ai dû arrêter. Et ça a été la première grosse cassure. Parce qu'en fait, quand on est dans l'état dans lequel j'étais à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'a aucun endroit où on se sent bien parce qu'on se sent nul partout, qu'on est persécuté, qu'on n'ose parler à personne, quand on trouve une activité dans laquelle on est un peu performant et on est valorisé, on se sent enfin valable. Le regard des autres change. Mais juste pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, on retourne à l'école et c'est pareil. Mais quand on est sur le cours de tennis, on a un lieu dans lequel on peut s'exprimer. Tu découvres l'oralité, tu peux t'exprimer. Oui. Normalement, tu vois de l'admiration dans les yeux des gens. C'est ça. Et c'est très bizarre ce contraste entre l'école où t'es une merde, persécuté, et sur les cours où les gens t'admirent. Exactement ça. Et donc, quand le tennis s'arrête, bah, c'est la fin du monde pour moi. D'abord, c'est tout ce dont j'ai rêvé. Et je me suis jamais posé la question. Pour moi, j'allais être professionnel, c'était sûr. C'était ma vie, quoi. Et du jour au lendemain, ma vie, tout s'écroule. Et deux, le seul endroit où je me sens valable disparaît. Donc, j'ai eu quelques années très difficiles, mais qui ont été finalement salvatrices parce que je me suis révolté contre mes parents. Et je suis sorti de ma coquille de ce fait. Or, c'était vraiment indispensable pour moi. Et puis, j'ai vraiment engagé toute mon énergie pour sortir de la merde dans laquelle j'étais, pour régler mon problème de timidité, pour pouvoir vivre enfin, parce que je vivais pas en fait. Je survivais. On a un point commun tous les deux. Enfant, on rêvait d'avoir un chien et nos parents n'ont jamais dit oui. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, c'était mon rêve. Et... T'en as un maintenant quand même. Ah, évidemment. Toi, t'en as 10, non? J'en ai beaucoup, ouais. T'as une meute? J'en ai eu beaucoup. T'as quoi comme chien? Les Rottweiler. races? Ah ouais. Ouais. J'ai eu Rottweiler, Doberman, Malinois, mais j'ai eu des bouviers bernois avant. Moi aussi, j'ai eu un bouvier bernois. Exceptionnel, les bouviers Trop bernois. mignon, mais ça ne vit pas assez longtemps. Exactement. C'est pour ça que j'ai changé, mais les Rottweilers sont des bouviers bernois. C'est exactement pareil. Hein. Mm. Ah bah si. Ah, j'en ai beaucoup, je peux te dire. Ça t'a aidé à vendre du shit, tout ça? Sans tomber dans les clichés. Hein. Ça, j'ai jamais fait par contre. Je déteste ça, je déteste même l'odeur, donc aucune T'as chance. fréquenté des dealers parce que t'as fait des conneries jeunes, hein? Oui, j'ai fréquenté les dealers, absolument, mais moi je ne dealais pas par contre. Ah, tu croyais que j'avais pas fouillé ton petit dossier? Je me doute bien, je vois que t'as pris plein de notes. Donc, j'espère Non, que... je suis sur Roman, toi, tu m'intéresses pas. À quel moment tu te dis, je vais switcher puisque je serai jamais joueur professionnel, mais ma passion c'est le tennis et je vais monter une académie? Beaucoup plus tard. En fait, je suis perdu. Je fais une école, c'est très étonnant, mais j'ai fait une école de commerce. Ça, c'est pas étonnant. Par contre, j'ai fait une école de jazz aussi parce qu'en fait, j'ai toujours fait de la musique. Tu joues de quoi? Je joue de la guitare et je chante. Et en fait, je faisais du jazz. Et je me suis dit, je vais faire une école de jazz. Et en fait, mes parents voulaient que je fasse une école de commerce, évidemment. Donc, j'ai fait une école de commerce et je faisais l'école de jazz le soir. Attends. Tu chantes? Mhm. On t'écoute. Quoi? Je chantais. Redonne-nous un petit truc, ne laisse pas sur la béquille. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Vas-y. C'est pas marqué dans le livre que j'ai Fais chanté. pas ta pute, je chante un petit truc. Je sais même pas quoi chanter. Qu'est-ce que je chante? Summertime. Ah, c'est bien ça. Vas-y. Attends. Summertime and the living is easy. J'ai pris trop bas. Bon, voilà, bon. Mais on va pas passer une heure là-dessus. Attends, mais je chantais. C'est pas toi qui va décider sur Ouais. quoi on va passer du temps, d'accord? Tu vas apprendre à respecter l'intervieweur, d'accord? Très bien. Pas ton copain, moi. Je suis pas ton élève. Non, mais Voilà. tu vois, c'est un aspect que je connaissais pas de toi, le jazz. Donc, je faisais l'école de jazz le soir et jusqu'à 21h, 22h. En rêvant d'en vivre. J'ai même fait une année, enfin pas une année, pardon, une saison l'été où j'ai joué dans la rue Antibes avec un saxophoniste. Non, mais en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout assez fort. Il y avait des gars qui étaient exceptionnels, qui avaient ça dans le sang, qui faisaient ça depuis qu'ils étaient gamins, et je me suis dit, avant que j'arrive à ce niveau-là. Et quand tu fais la manche, c'est mieux d'avoir un chien et ton père voulait pas que t'aies. Exactement.
Et donc, attends, pour répondre à ta question, donc ensuite j'ai travaillé avec mon père. Donc j'arrête l'école de commerce qui m'intéresse absolument pas. Il me dit, je sais pas du tout quoi faire. Il me dit, viens apprendre un métier. Donc je bosse dans sa boîte et je fais comptable. Je fais Sa boîte de quoi? énergie renouvelable. Il démarrait les énergies renouvelables en 90 et donc j'ai fait expert comptable, enfin de la comptabilité, pardon, pas expert comptable. 9. Putain. Ok, t'as bien fait de passer à autre chose. Ensuite, contrôle de gestion. Enfin, j'ai appris tous les métiers en fait de l'entreprise. Qui t'ont servi plus tard ou pas? Oui. Oui. Quand t'as monté tes boîtes. Bien sûr. Ouais. Et après, au bout de 6 ans, après, j'ai fait plein d'autres choses de plus en plus intéressantes. Et puis, il me dit un jour, je te raconte dans le livre, il m'a dit, t'es prêt? On peut commencer à faire du business ensemble. On peut s'associer et tout. Et pour moi, c'était, la route, elle était tracée, quoi. Mais ça, je lui ai dit non parce que j'avais repris le tennis entre-temps pour le plaisir et je me suis rendu compte que c'était vraiment le truc de ma vie. Et puis je me suis dit, finalement, j'ai une énorme cassure dans ma vie qui est ce moment où j'ai dû arrêter le tennis et on m'a pas donné ma chance et je me suis dit, putain, mais en fait, je peux donner à d'autres la chance que moi j'ai pas eu et ça me ferait un bien incroyable. Et donc j'ai eu l'idée de monter une académie de tennis. J'étais pas du tout coach et je pensais que je ne coacherais jamais. Mais j'ai eu cette idée-là. On va y venir. Ton modèle, c'était Nick Bollettieri. Oui. Pas du tout sur le fond, parce que Alors, pour les gens qui connaissent pas, explique qui. Alors, Nick Bollettieri, c'était un des précurseurs. Il a découvert Agassi, Sampras. Exactement. Jim Courier. C'était le premier qui a monté une immense académie de tennis et qui est devenu hyper populaire. Mais il était très dur avec les joueurs. Oui, et puis surtout, il avait une méthode, soit ça passait ou ça cassait, quoi. Donc, moi, ça m'allait pas du tout parce que j'ai trop de respect pour les joueurs. Si je casse un joueur, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, quoi. Comment on peut faire un truc pareil? Donc, non, sur la philosophie, je suis à l'inverse de lui, à l'opposé. Mais c'est un gars que j'aime beaucoup. Il est décédé il y a pas longtemps, là, mais que je connaissais très bien. Mais c'était mon modèle, oui, complètement. Mais mon modèle d'académie, pas mon modèle d'entraînement et de philosophie. En 96, tu fondes ta première académie de tennis dans les Yvelines. Et ensuite, de 2000 à 2007, tu crées une structure de management sportif et tu repères de nombreux talents tels que Marion Bartoli ou Marcos Baghdatis. Qui aurait pu croire qu'avec son jeu à deux mains, coup droit revers, Marion aurait pu gagner Wimbledon? Personne. D'ailleurs, personne ne le croyait. Il y a eu j'ai des anecdotes extraordinaires, d'ailleurs, je sais pas si ça t'intéresse, mais Alors, pour te dire, Roman et moi, on est passionnés de tennis, hein, donc tu peux y aller. Hein. Le patron d'IMG France, vous savez qui c'est IMG? C'est une boîte d'agents. Non, mais là, c'est chiant, en revanche. Mais c'est ça va pas être chiant du tout. Qui est la plus grosse boîte d'agents qui est dans le monde, hein, IMG. Le patron de la France a dit dans l'équipe, si Bartoli devient fort un jour, j'ouvre un bar tabac. Il l'a dit, c'était écrit dans l'équipe. Visionnaire, le mec. Voilà. Et puis, comment il s'appelle son bar tabac? Bartoli. Et j'en ai une autre, un gars qui travaillait avec moi, qui était censé faire du scouting, donc de repérer les champions. Je vois jouer Marion Bartoli à 14 ans à Roland-Garros, en championnat de France. Et je me dis, elle va être très forte. Et donc, je l'envoie, je lui dis, va la voir et signe-la. Parce que c'était son job. Il va la voir, il m'appelle, et c'est ce qu'il me dit. Si elle devient mieux que moins 15 un jour, je me coupe les couilles. Il est ça texto. Hein. Sauf qu'elle gagne les championnats. Il allait dans le bar boire des Et la semaine d'après, elle fait le Critérium. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est le championnat de France des femmes. Seconde série. Non, seconde série. Et quand on gagne le Critérium, on devient première série. Donc mieux que moins 15. Et la semaine d'après, elle le gagne. Donc elle est mieux que moins 15. Donc je lui ai amené les ciseaux. La semaine d'après, je lui ai dit, une semaine après, tu as déjà tout faux, quoi. Incroyable. Mais donc personne n'y croyait, Marion. Mais elle a une force mentale exceptionnelle. Mais c'était tellement visible qu'elle était hors norme. Elle est hors norme, cette fille, et elle est hors norme dans la vie, de tous les jours. Elle a une ambition démesurée, elle se sent capable de tout faire. Voilà, c'est avec ça qu'elle a fait sa carrière, mais c'est une énorme réussite. À partir de 2012, tu t'occupes exclusivement de Serena Williams. Le Graal. Oui, clairement. Meilleure joueuse au monde, elle a déjà gagné 13 titres. 13 grands chelems, là. Ouais. 13 grands chelems, et elle veut plus bosser avec son père. Si, elle était toujours avec son père, en fait, mais que ça s'est fait hyper bizarrement parce que ça faisait 2 ans qu'elle était en difficulté, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas gagné. Elle n'avait rien gagné, sortie au premier tour de Roland-Garros. Exactement. Et là, elle est très agacée et elle se dit, faut très agacée, essaye de rester dans le tennis. Pas mal. Et elle se dit, il faut que je m'entraîne pour Wimbledon. Elle est à Paris, donc elle m'appelle et elle me dit,
je sais que tu as une académie à Paris, est-ce que je peux venir m'entraîner? Moi, je lui dis oui, si tu veux. Elle vient, elle me demande 2 sparring partners, donc elle veut être en face de 2 mecs et taper, ce qu'elle fait. 45 minutes, moi je suis même pas sur le cours. Et puis au bout de 45 minutes, elle s'assied pour boire un coup. Donc moi je suis à l'extérieur, elle se retourne vers moi et elle me dit Parle-moi. Talk to me, voilà, parle-moi. Donc je lui dis ce que j'ai vu. Je lui dis ce que je vois là, c'est les mêmes erreurs que tu as fait dans ton match que tu as perdu. Donc ce serait bien de travailler dessus. Elle me dit est-ce qu'on peut le faire? Je dis oui. Donc, je rentre sur le cours, on commence à le faire. Et puis ça s'est fait comme ça. Elle m'a dit est-ce qu'on peut recommencer demain, puis le lendemain, puis le lendemain. Et puis moi j'entraînais à l'époque Grigor Dimitrov à plein temps, qui n'était pas là. Et donc on part à Wimbledon avec Grigor. Elle rentre aux États-Unis et elle m'appelle des États-Unis. Elle me dit j'arrive à Wimbledon là demain. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit ok, on a qu'à se voir mercredi. Elle me dit non, j'arrive demain. Je veux qu'on se voit demain. Ok. Et donc, quand on se voit, elle me demande de faire Wimbledon avec elle. Et toi, il faut que tu demandes à Dimitri, par Non, correction. Dimitrov, absolument. Ouais, Elle a changé de nom? Non. Et donc, Dimitrov me dit oui. Et j'avais dit à Serena, par contre, tu préviens ton père, parce que... Elle me dit oui. Alors, il faudrait conseiller aux gens la méthode Williams, pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'est extraordinaire. Très bien, sur le père Williams, qui était un type qui était plutôt modeste, très modeste, un black aux États-Unis qui décrète que ses 2 filles vont être les 2 meilleures joueuses mondiales. Incroyable. Incroyable histoire. Bah, surréaliste. C'est unique dans l'histoire du sport. Hein. Il y a personne il y en a qui l'ont fait avec un, père de Tiger Woods, dans d'autres sports. Hein. Mais 2, jamais arrivé. Mais je connais très bien, il est toujours vivant d'ailleurs. Je le connais très bien, c'est un gars qui est vraiment exceptionnel. Hein. Complètement particulier, mais vraiment exceptionnel. Vous êtes frités un peu les deux. Oh là là, terrible. Au début, très violent, mais j'avais pas le choix. Il m'a pas laissé le choix. Il est rentré en mode combat avec moi, donc on sait. Mais elle a fait des erreurs aussi parce qu'elle m'a promis qu'elle allait le prévenir. Elle l'a pas prévenu. Je me suis retrouvé à Wimbledon sur le cours avec elle, à l'entraînement, et son père débarque de l'avion, il rentre sur le cours et puis il y a quelqu'un d'autre à sa place. Et là, je la regarde et je comprends tout de suite qu'elle lui a pas dit. Et je lui demande, elle me dit non, je lui ai pas dit. Je lui dis écoute, demain je ne viens pas à l'entraînement. Tu te démerdes. Tant que tu lui as pas dit, je ne serai pas sur le cours. Elle me dit OK. Et le lendemain, elle me dit, j'ai pas osé lui dire, est-ce que tu veux bien le faire? Bon, je lui dis oui. Je vais le voir et je lui dis, est-ce qu'on peut s'asseoir, qu'on discute 5 minutes? Et il me dit, j'ai rien à te dire. Je lui dis, ok, t'as peut-être rien à me dire, mais moi j'ai des trucs à te dire, donc est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai rien à te dire. Ok. Donc je suis retourné voir Serena et je lui ai dit. Du coup, vous n'êtes pas assis? Non. Et je lui ai dit, écoute, qu'il aille se faire foutre. Alors, il veut pas parler. Quoi Je sais plus comment j'ai dit. Mais voilà, et puis après on a eu des bons combats avec lui. Après ça s'est très très bien passé. Une fois qu'il y a eu les combats, je me suis pas laissé faire parce qu'il fallait pas. Et du coup. Puis après, quand tu entraînes Serena, elle qui était dans le creux de la vague depuis 2 ans, elle gagne tout. Ouais, elle a tout de suite très bien joué. Ouais. Elle a gagné Wimbledon tout de suite en simple, en double. Avec sa sœur. Avec sa sœur. Ensuite, elle a fait les Jeux Olympiques. Elle a gagné médaille d'or en simple, en double. Ensuite, on est parti à l'US Open. Elle a gagné l'US Open. En simple, elle a gagné avec sa sœur. Ah, c'est une très bonne question, ça. C'est une question piège. Ouais. C'est pas tombé dedans. Oui. Ensuite, elle gagne l'US Open. Et à la fin de l'année, elle joue le Masters. Elle gagne le Masters, elle redevient numéro 1 mondial. Donc, elle a tout gagné. Et puis là, elle me dit, ça fait 11 ans que j'arrive pas à gagner Roland Garros. Est-ce que tu peux faire un plan pour que je gagne Roland Garros? Et elle l'a gagné. La saison suivante, en ne perdant pas un seul match sur terre battue de l'année. C'est incroyable, alors qu'elle a C'était pas sa surface de prédilection. Pas du tout. Elle a gagné, je crois, 26 matchs sur 26 sur terre battue. Elle a gagné Madrid, Rome, Roland Garros. Enfin... Au début, quand tu l'as entraînée, elle arrive, pas bonjour, pas un regard, rien. Tu l'as recadrée tout de suite. Bah en fait, elle aime la confrontation d'abord. Et puis elle aime impressionner les gens, comme toi d'une autre manière, mais elle aime prendre le dessus. Elle aime prendre le dessus en impressionnant. Je veux bien prendre le dessous. Hein. Mais tu préfères quand même prendre le dessus. Non. Prends pas ton air gentil. J'y crois pas. Prendre Jérémy Cutie, c'est horrible. Non, c'est bien. J'explore. Tu rigoles toujours de ces trucs? Mais non, mais il est faire l'hétéro curieux là, c'est marrant. Il est payé pour se marrer de Maître Coran. Je me marre aussi de ces conneries, il est drôle aussi. Mais je ne sers qu'à ça, tu vois. Je suis un panneau, panneau publicitaire pour que les gens s'abonnent et pour rigoler à ces conneries. Donc voilà, c'est tout. Et en dessous, il y a une caméra, il y a l'habit à l'air. On a aussi un compte sur YouPorn. Enfin, on optimise. On optimise tout. Oui, donc et puis d'une certaine manière, elle me testait en se comportant comme ça. Elle arrive sur le cours, je lui dis bonjour, elle me répond pas. Elle commence à s'entraîner et puis je lui parle, elle me regarde même pas, comme si je n'existais pas en fait. Et donc je l'ai recadré et j'ai bien fait puisque ça a tout changé dans notre relation. Il m'a dit si tu veux qu'on bosse ensemble, faut savoir 3 choses.
Exactement. Je lui ai dit, il y a 3 règles avec moi. Donc, elle s'assied au changement de côté. Je frappe sur sa casquette, comme ça, d'ailleurs. Et elle s'y attendait pas du tout, donc elle sursaute. Et je lui dis, si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a 3 règles à respecter. Donc, la première, c'est que le matin, quand tu arrives, tu me regardes et tu me dis bonjour. La deuxième, c'est quand je te parle, tu me regardes dans les yeux et tu me réponds. Le problème, c'est la 3e. Et voilà. Et elle me dit, et la 3e? Et je lui dis, la 3e, j'ai oublié. Mais quand je m'en rappellerai, je te la dirai. Tu vois, Roman, il rit à tout ce que tu dis. Non, parce que c'est une très bonne vanne, ça. Ça te laisse une carte en plus pour pouvoir lui Mais j'ai pas fait exprès, je l'avais vraiment oublié pour le coup. Ouais. Voilà. Et puis le père, c'était aussi épique parce qu'en fait, elle fait ses premiers matchs à Wimbledon et elle était tellement tendue. D'abord parce qu'elle était en situation d'échec. Et donc, quand tu es en situation d'échec, le stress est intense et elle n'arrivait pas à bouger, elle frappait pas bien la balle. C'était vraiment pas terrible. Et elle a gagné ses premiers matchs-là vraiment au courage, quoi. Et donc, elle sort du match, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième. Elle gagne 7-5 au 3e contre une joueuse qui était pas très forte par rapport à elle, évidemment. Et là, elle descend dans la salle de fitness pour faire la récup. Moi, je l'y attends. Et son père arrive. Et il commence à me hurler dessus devant tout le monde, tous les joueurs, les coachs. Tu lui as dit, il y a 3 choses qu'il faut que tu saches. Mais il me hurle dessus. Il me dit, comment ça se fait qu'elle joue comme ça? Qu'est-ce que t'as fait? En me hurlant dessus. Et donc, je lui ai dit, écoute, s'il y a une personne à qui il faut demander pourquoi elle joue aussi mal, je pense que c'est toi qui l'entraîne depuis 30 ans. Moi, ça fait une semaine. Bon, déjà, il savait plus trop quoi répondre. Et je lui ai dit, et deuxième chose, j'avais pas la 3e non plus. Et deuxième chose, si tu veux que ça se passe bien, il va falloir que tu me parles autrement, parce que si tu me respectes pas, je vais pas te respecter non plus, et je pense que tu vas pas aimer. Bon. Et ça s'est arrêté là. Il m'a réattaqué le lendemain, il a repris, un boomerang dans la tête, et après, il s'est comporté de façon impeccable. Mais je pense qu'il m'a testé aussi. Ces gens-là ne respectent pas les gens faibles. Ils ne respectent pas. Donc, si on se montre faible, et d'ailleurs, quand je disais ça au père, il y avait le sparring partner qui était derrière le père, qui m'entendait, et il me faisait signe, arrête, t'es fou, arrête. Bon. Mais en fait, non. C'était comme ça qu'il fallait se comporter. Et tu l'as recadré un peu quand elle était odieuse sur le court? Pendant les matchs, tu veux dire? Pendant les matchs, oui, il lui arrivait d'être odieuse, de pas respecter l'arbitre, elle était lymphatique, Ça, c'est son attitude. J'ai pas rentré là-dedans. Si elle se sent bien en étant comme ça. On parle pas d'une femme comme ça. C'est pas respectueux. Si elle se sent bien comme ça, j'ai pas de problème. Pas rentrer là-dedans, mais il est fou, lui. C'est quand même Serena Williams, mais il est malade. Là, tu vois, il rit pas à tout. Non, parce que je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas que Serena Williams était particulièrement moi non plus. Une joueuse lymphatique. Parfois, elle avait des matchs difficiles. Je comprends ce qu'il veut dire. Oui. C'est vrai qu'elle est plutôt lente dans ses gestes en dehors du moment où elle joue. Et puis elle chouine tout le temps. Je pense que ça la met dans un bon état. Elle râlait, elle gueulait. C'était pas agréable. Moi, j'aime bien, moi. Parce moi, j'aime bien parce qu'en fait, je trouve qu'on vit le match avec elle émotionnellement. On sait exactement où elle est à tout moment. Et quand voilà. Donc, elle t'a demandé de gagner un titre supplémentaire et elle en gagne 10 avec toi. C'est ça. Elle voulait gagner un dernier Grand Chelem parce qu'elle pensait qu'elle était en fin de carrière, parce qu'elle n'arrivait plus à gagner le Grand Chelem. Et en fait, elle s'est complètement relancée. Donc, évidemment, après l'année 2012, fin d'année 2012, elle pensait plus pareil déjà. Et puis après, on s'est fixé des super objectifs. On s'est dit, on va essayer de battre le record de Chris Evert et Navratilova, qui était 17 Grand Chelem. Après, Steffi Graf. Ensuite, Steffi Graf, 22. Après, c'était Margaret Court, et si elle n'a pas battu ou égalé le record de Margaret Court, c'est à cause de toi. Probablement. C'est ta faute. Je prends ma part de responsabilité. Explique, c'est ta faute. Tu crois que c'est ma faute? Ben oui, tout le monde le sait, on a la télé, on t'a vu. Alors, Wimbledon, finale. Elle a fait Wimbledon finale, elle a fait 4 finales de Grand Chelem. Là, elle joue pour égaler le record de Margaret Court. C'était à l'US Open, face à Osaka, que tu coaches aussi. Et sur le court, pendant le match, tu lui fais un signe, t'as pas le droit. Donc là, l'arbitre lui fait une remontrance. Il lui met un avertissement. Elle est dans le déni. Le ton monte, raconte. Oui. Le contexte, c'est que à cette époque, le coaching était interdit déjà. Bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, tous les coachs coachent. Je veux dire, tous les coachs font des signes. Tous les là, c'est la règle la plus débile que le tennis ait jamais inventée. On est bien d'accord avec ça, mais même si on trouve la intervention. Non, mais c'est débile. Ou pas. Il est là, mon Roman. Le pire truc que la FF, c'est ATP qui interdit. Non, puis le coach. Parce que ITF, on a le droit.
Non plus. Non, toutes les instances. C'est dommage, tu as gâché ton intervention. Le coach, c'est une valeur ajoutée. On voit ce qu'en pense le coach, les conseils qu'il peut lui donner. Tu vois, quand Noah coachait la Coupe Davis, c'était super intéressant d'entendre ce qu'il disait aux joueurs. Ah, bien sûr, dans tous les sports, le coaching est... Donc, ok, la règle est inepte. Mais bon, la règle est là. La règle est là et tu la transgresses. Non, elle est respectée par aucun coach. J'entends bien, mais toi, tu la transgresses visiblement. Et je l'ai transgressé, l'arbitre voulait faire un exemple et se payer Serena Williams. Complètement. Donc, ça monte. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, pour finir, c'est important, tous les coachent pendant les matchs, avec des gestes ou avec la parole. Et quand ça va un peu trop loin, en général, l'arbitre dit aux joueurs, dis à ton coach de se calmer, c'est un peu trop. Bon. Sauf que là, comme il voulait se payer Serena, j'ai fait un geste à un moment, alors que d'ailleurs le coach de l'adversaire il m'a parlé pendant tout le match, mais j'ai fait un geste à un moment, à la seconde, elle a pris un avertissement. Tu as fait ça. C'est ça, ouais. Ça voulait dire rentre-lui dedans. Ceci dit, le message aurait été clair, mais en l'occurrence, c'était pas ça le message. C'était quoi le geste? C'était ça. Ça va plaire aussi. C'est un gros cul. Voilà, je lui ai demandé de jouer beaucoup plus des zones centrales plutôt que d'essayer de la bouger latéralement. Bref. Mais Serena m'a même pas vu, donc c'est pour ça aussi qu'elle a réagi comme ça. D'abord, je la coachais jamais pendant les matchs. C'est un truc que j'ai fait là parce qu'elle était vraiment en difficulté et je la sentais en perdition et je pense qu'elle aurait perdu ce match quoi qu'il arrive. Pourquoi? C'est l'enjeu qui était trop important? Elle a jamais gagné ce 24e Grand Chelem. Elle a pourtant fait 4 finales de Grand Chelem, mais après la naissance de sa fille, pour moi, elle a eu beaucoup de mal à garder la même motivation. Sa fille était sa priorité absolue. Elle n'a pas coupé le cordon, elle la traînait sur le court. Donc tu rigoles, mais c'est presque ça, puisqu'en fait, elle n'a pas passé une journée sans sa fille de sa vie. Ce qui est quand même incroyable, quoi. Bon. Après, c'est sa relation avec sa fille, je rentre pas là-dedans, mais le tennis, c'était plus la priorité absolue comme c'était le cas avant. On peut le comprendre. Bien sûr, mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu crois que tu vas marquer l'histoire en mettant le tennis numéro 2? Non. Si tu veux marquer l'histoire, le tennis doit être ta priorité numéro 1. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais prêté attention à tes 5 enfants. Le tennis a toujours été ta priorité dans la vie. Il y a un fond de vérité, je n'ai sûrement pas été assez présent. Ça, c'est probable. Et ce qui est incroyable également, c'est qu'on va parler de Mark Brett. Bob Brett, qui était un entraîneur incroyable, inaccessible, et tu arrives à obtenir un rendez-vous à l'époque quand tu montes ta première ou deuxième académie, et il accepte d'être l'entraîneur de ton écurie, et ce qui valorise vraiment, parce que toi, tu n'avais pas de crédit dans le tennis. J'étais personne. Et là, tu deviens quelqu'un, sauf qu'un jour, il se barre. Toi, tu n'as jamais coaché, c'est pas ton boulot. Et quand il se barre, tu es obligé de devenir coach. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. En fait, je me suis dit, j'avais absolument pas l'ambition d'être coach, mais je voulais que mon académie soit la meilleure. Donc, je suis allé chercher le meilleur. Bob Brett à l'époque, qui avait coaché Becker, amené Becker numéro 1 mondial, puis avait amené Ivanisevic numéro 2 mondial. C'était vraiment la grande référence. Et donc, j'arrive à le convaincre. Et mon académie, devient Académie Bob Brett. Bon, elle serait toujours Académie Bob Brett aujourd'hui si c'était pas passé ce qui s'est passé, mais, et puis au bout de 6 ans, il disparaît, il décide de monter sa propre académie, en plus il me fait concurrence, mais peu importe. Il essaye de te piquer les joueurs, mais reste chez toi. Voilà, et reste chez moi, mais surtout je me dis, j'ai investi 6 ans sur une marque, et la marque, elle m'appartient pas, et maintenant elle est même mon concurrent, c'est irréel. Donc je suis obligé de faire autre chose. Et je me suis dit, si je prends quelqu'un d'autre, il peut se passer la même chose. Donc la seule personne dont je suis sûr, c'est moi. Donc je vais mettre mon nom. Et à partir du moment où je mets mon nom, j'ai pas d'autre choix que d'être coach parce que sinon c'est pas crédible du tout, quoi. Un mec en costard qui est Académie Mouratoglou, un mec en costard qui coach pas, ça a pas de sens. Et donc je réunis tous mes coachs et je leur explique et je leur dis à partir de demain je vais être coach de tennis. Et ils sont tous marrés, ils m'ont tous dit mais tu connais rien, t'as jamais donné une leçon de tennis. Et t'as dit oui, mais j'apprends vite. Exactement. Et ça m'a pris 9 ans. Au bout de 9 ans, j'ai gagné mon premier grand chelem. Ça m'a pris même moins que ça pour faire une finale de grand chelem avec un joueur. Ça m'a pris Vas-y, gratte-toi les couilles, hein, c'est pas, on continuera l'interview. Je peux. Oui, tu peux. Mais t'as la caméra en dessous, donc je vais me faire choper. T'as caché celle de Romain, surtout. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que tu dis j'ai gagné mon premier grand chelem. C'est fou qu'un entraîneur dise j'ai gagné. On vient aussi par procuration. Mais non, mais comme coach, oui, j'ai gagné. L'entraîneur qui entraîne le Real Madrid, qui gagne la Coupe d'Europe, il a gagné la Coupe d'Europe aussi, non? Non, je suis d'accord, mais je voulais relever ça. Je vois que tu l'as pas bien pris, tant pis, ça va. Non, mais non, je fais juste une analogie, je pense que c'est la même chose. Ouais, tu rêvais d'être pro de tennis, t'es devenu pro de tennis. Exactement.
Et ce qui est incroyable, c'est que tu as 5 enfants et tu n'aurais pas souhaité qu'un de tes 5 enfants devienne joueur professionnel. C'est-à-dire, ce dont tu rêvais, à savoir faire une carrière de joueur pro, tu la souhaites pas à tes enfants. Non, parce que c'est... alors, il y a évidemment plein de choses fabuleuses, mais je trouve que... On passe sa vie dans les avions. On passe sa vie dans les avions, on n'a pas de vie sociale. En fait, on n'a pas d'amis, parce que les gens du circuit, ça peut pas être des amis, c'est les gens qu'on va affronter demain. Donc, on n'a pas d'amis. Bon, pour avoir des relations amoureuses suivies, c'est quasiment impossible. Ou alors, faut qu'elles viennent toute l'année avec le joueur, mais bon, c'est pas toujours possible. Et puis surtout, je trouve que ça développe énormément l'égocentricité. Ça se dit ça? L'égocentrisme. C'est mieux, ouais. Merci. Ça développe l'égocentrisme de façon terrible. C'est-à-dire qu'en fait, un joueur de tennis pense à lui du matin au soir et tous les gens autour pensent aussi à lui du matin au soir. Et ça pendant des années. Et c'est pas une critique, c'est nécessaire, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais après, pour reprendre une vie normale, quand on a fait ça pendant 20 ans, parfois plus, bah c'est pas facile. Donc je souhaitais pas ça pour mes enfants. Donc tu as cette académie incroyable à Nice où il y a un hôtel, des restaurants, 34 cours, 4 cours de paddle, des trucs de récupération incroyables où tu as tout le matos du 3e millénaire et tu ouvres des hôtels, tu as un entrepreneur, tu as une ligne de vêtements, tu ouvres des hôtels ailleurs, tu es consultant pour la télé, tu réussis tout ce que tu fais. Et parce que tu as appris de la vie. J'ai l'impression que si ça n'avait pas été, je vais pas employer le mot résilience, je vais pas déranger Cyrulnik parce que je trouve que le mot il est trop galvaudé, mais je pense que tes difficultés étant jeune t'ont vraiment aidé. Ça t'a donné un plan de vie, j'ai l'impression. Je suis entièrement d'accord avec cette remarque que tu fais. Soit j'ai 2 options, soit ça allait me tuer, soit ça allait me renforcer. Et le fait que j'ai trouvé des solutions par moi-même, tout seul, pour régler tous mes problèmes, et Dieu sait qu'il y en avait, puisque quand on a cité certains, mais je faisais des crises d'angoisse toutes les nuits, je dormais pas la nuit, des crises d'angoisse absolument invraisemblables. Ah mais abominables, qui ensuite, plus tard, se sont transformées en insomnie. Je vomissais. Attends, je te dis pour Roman, insomnie, c'est quand on n'arrive pas à trouver le sommeil. Ce qui est très con, il n'a pas été... Il se moque de moi parce que je fais des siestes. C'est vrai? Ouais. Parce que tu dors pas bien la nuit? Si. Je dors bien la nuit. Locoum, quand je travaille, il fait des siestes. Je dors bien la nuit, je dors bien l'après-midi. On va pas régler notre ça l'énerve. Donc tu as besoin de beaucoup de sommeil. Voilà. Ah, ok, bon, chacun est différent. Voilà, donc j'ai résolu le fait d'avoir résolu tous mes problèmes et d'avoir vaincu ma timidité, trouvé des solutions. Tu donnes des conférences, t'imagines, le mec était timide. Si on t'avait dit gamin qu'un jour tu donnerais des conférences, il l'aurait pas cru. Non, et puis j'ai fait des lives sur j'ai travaillé pour ESPN, qui est la plus grande chaîne de sport au monde. On faisait des lives tous les soirs. Il y avait, je crois, plus de 20 000 personnes autour de nous, le public. 20 000, parce qu'on était sur le central, juste devant le central de l'US Open, qui allait se remplir. Et 20 000 personnes. Et on était en direct à chaque fois devant 12 millions de personnes, 15 millions de personnes. Donc, je l'ai fait tous les soirs. Donc, non, c'est sûr que quand on me voit à 16 ans, c'est juste inimaginable. Et ce qui est génial dans ta démarche, c'est que toi, on t'a pas donné les moyens de devenir joueur pro. Tu sais que c'est très compliqué parce qu'il faut de l'argent. Il y a plein de gamins qui ont du talent, mais qui n'ont pas de blé. Donc, tu as créé une académie et qui te permet de financer 15 jeunes que tu repères, 15 jeunes chaque année. Et c'est absolument génial. Tu vas être canonisé un jour. J'espère. Non, mais c'est fabuleux parce que le tennis, il y a un vrai problème de fond, c'est que les meilleurs gagnent énormément d'argent, mais sauf que dès qu'on est au-delà de la 100e place mondiale, les gars perdent de l'argent toutes les semaines, et les jeunes n'ont pas le moyen pour devenir forts. Et on leur en donne pas. À moins d'être français, américain, ou d'avoir une fédération ultra riche, qui en général finance dans des conditions qui sont discutables, parce que faut s'entraîner chez eux, sinon ils te financent pas, ce qui est pas normal non plus, parce que ça leur convient pas forcément d'être à la fédération. Mais voilà, donc il y a un vrai dysfonctionnement. C'est vachement moral parce que tu as tout réussi, tu gagnes plein d'argent et tu les as pas volés, tu vois, mais tu redistribues et tu as découvert des gens comme Tsitsipas. Coco Gauff, quand elle avait 10 ans, on l'a financé de 10 ans jusqu'à ce qu'elle puisse gagner sa vie avec le tennis. Holger Rune, Alexei Popyrin, qui a gagné un Masters 1000 il n'y a pas longtemps aussi. Bon, des jeunes joueurs qui avaient
super talents j'étais certain qu'ils avaient tout pour être forts, mais ils n'avaient pas de moyens financiers. Et donc, on les a aidés c'est une fondation. Et chaque année, je fais un gala pour justement on y sera. Lever des fonds pour aider la fondation. Et ça marche très très bien. On a des joueurs fabuleux. Je fais jouer les donateurs avec les gamins de la fondation pour qu'ils se rendent compte du niveau. Et puis c'est hyper sympa. C'est des moments vraiment sympas. Les gamins sont exceptionnels. C'est les meilleurs du monde. Ils font partie des 5 meilleurs du monde dans leur catégorie d'âge. Donc c'est toujours hyper impressionnant de voir les gamins. Encore plus que les pros d'ailleurs, en général. Donc si vous venez au gala, vous allez voir ça. C'est vraiment sympa. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que si un particulier veut prendre un cours avec toi, ça coûte 15 000 € de l'heure, mais tu reverses une partie à la sauce. Et tu as 15 000, toi, t'aimerais bien avoir une heure avec Patrick? Je peux payer 3 secondes. Non, ouais. 3 secondes de coaching, c'est pas mal. Voilà, mais il n'y a pas de prix. Il y a des gens qui ont payé même 35 000, mais j'ai reversé encore beaucoup plus à la fondation. Et comme tu dis, dans ce métier, c'est très très dur. On est dans les avions, la pression constante, et il y a des burn-out. Comment s'appelle celle que tu coaches, Osaka? Oui. Qu'est-ce qui lui... Non, mais je veux dire, le burn-out, c'est dans tous les secteurs, c'est pas que dans le tennis. Hein, je veux dire. J'entends bien, mais là, trop de pression, elle est numéro 1 mondial. Elle a gagné combien de grands chelems? 4. Et ça, elle pète les plombs. Mais tu sais, regarde, je suis sûr que tu as vu le documentaire sur Alcaraz sur Netflix. Tu l'as vu ou pas? Bien sûr. Bon. Pour moi, c'est la même chose. Les gens ne se rendent pas compte de la pression qu'ont ces joueurs. C'est monumental et c'est très très dur à supporter. Ça pèse très très lourd, vraiment très lourd. Et pour moi, aujourd'hui, Alcaraz, il est en train de nous dire à tout le monde, qu'est-ce qu'il dit en substance? Parce que tout le documentaire, c'est que ça. Il y a tellement d'attentes sur lui. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, ma vie privée, c'est plus important que mon tennis. Être heureux, c'est plus important qu'être un champion. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, n'attendez rien de moi. C'est ça qu'il nous dit. Nadal. Je ferai pas 15 Roland Garros. Retirez-moi cette pression dont je ne veux pas. C'est ça qu'il nous dit. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et je l'ai vécu, moi, avec Serena, parce que Serena, les 10 dernières années, je veux dire, elle doit tout gagner. Quand elle gagne pas, qu'est-ce qui se passe? Elle vit avec cette pression. Et je sais ce que ça pèse, parce que j'étais tous les jours avec elle. Et donc, t'aurais pu la conseiller sur ses tenues, hein. Bah écoute, elle avait un équipementier qui apparemment savait ce qu'il faisait, et elle faisait parler d'elle. Donc c'est pas mal, elle a créé quand même une légende autour d'elle. C'est pas mal, je trouve. Toi, tu le mettrais pas, mais... Si, mais elle, ça lui allait bien. Dans le privé. Elle, ça lui allait bien. Putain, merde, tu me fais perdre le fil à chaque fois. Merde, je sais plus ce que je disais. Alcaraz. Il me disait, il y a 3 règles avec moi. C'est ça. Non, mais voilà, donc à cette époque-là, Naomi, elle c'est trop. C'est trop et c'est tellement lourd qu'à un moment, elle peut plus le supporter, elle coule, quoi. Mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui gagnent un grand chelem, leur premier tour du grand chelem, pendant 1 an, ils n'arrivent plus à gagner 3 matchs de suite, hein, parce que d'un coup, ils se sentent obligés de gagner, ils deviennent quelqu'un et ils ont des attentes sur leurs épaules qu'ils n'avaient pas avant. Et du coup, ça pèse tellement lourd que physiquement, ils n'arrivent plus à bouger sur le court, quoi. C'est tellement visible. Et Alcaraz m'a vraiment fait cet effet-là. Il m'a fait, c'était dur. Hein. Et d'ailleurs, je pense que son entourage ne l'aide pas. Parce que c'est pas en lui disant oui, mais il faut que tu vas l'aider. Il faut qu'il comprenne ce que lui vit. Ils comprennent pas ce qu'il vit. Personne n'a vécu ce que ce gars-là est en train de vivre. Quand à 20 ans, tout le monde, ça va être le plus grand champion de tous les temps, et il vient d'y avoir Nadal, Federer et Djokovic. Putain, mais c'est... Murray en 4e. Ouais. C'est invraisemblable, quoi. Invraisemblable. Il vit avec ça tous les jours, le gars. Il n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas le droit à l'échec. C'est horrible. Oui, puis en face de lui, dans sa génération, il y a des très très grands joueurs qui arrivent, qui débarquent, qui vont lui faire du mal aussi. Enfin, Alors, il y a des règles, moi, qui me, comment dire ça poliment, qui m'ennuient au tennis et que j'aimerais voir changer un jour, mais comme c'est un vieux sport très académique, très très prout-prout, toi, Wimbledon, on peut pas, toi, si tu viens avec un liseré rouge, on te fout dehors. J'ai des anecdotes fabuleuses là-dessus d'ailleurs. Tu peux te raconter une ou pas? Non, ferme bien ta gueule quand je parle. Très bien, tu perds quelque chose. J'ai pas de personnalité. Maintenant, j'ai envie d'écouter l'anecdote. C'est horrible, hein. J'ai aucune personnalité. Non, mais ils sont complètement psychorigides à Wimbledon, mais complètement, hein, à un point. Donc c'est la tradition, et la tradition, c'est tout pour eux. C'est-à-dire que le reste n'a pas d'importance. Et donc avec Serena est un peu provocatrice. Donc quand on s'entraîne même sur les cours de Wimbledon, donc ils ont des practice courts qui sont plus loin. Ceux-là, tu fais ce que tu veux. Par contre, quand tu es sur les cours de Wimbledon, tu dois respecter. Voilà. Et donc ce jour-là, elle a un short avec des carreaux. Et on s'entraîne. Et évidemment, elle savait très bien qu'ils allaient lui tomber dessus. Donc le mec débarque, habillé, mais en costard, cravate, tiré à 4 épingles, et il attend.
parce qu'ils sont d'une politesse extraordinaire, qu'elle ait fini son exercice à la crème. Pour aller s'asseoir et qu'ils lui disent. Elle fait exprès de faire durer 45 minutes. Le mec est debout, il attend, il fait pas chaud en plus, 45 minutes. Et puis elle va s'asseoir et elle lui dit, excusez-moi, mademoiselle Williams, vous ne pouvez pas porter ce short-là. Elle dit, j'ai que ça. Il dit, bon, est-ce que vous auriez par hasard un pantalon? Elle dit, oui, j'en ai un. Pouvez-vous le mettre, s'il vous plaît? Oui. Et elle prend le pantalon, elle le remonte et elle l'arrête en dessous du short. C'est-à-dire qu'il y a toujours le short qui est dehors. Et elle repart jouer comme ça. Et le mec s'y attendait pas du tout, donc il n'a pas réagi. Et elle recommence à jouer, donc il peut de nouveau pas l'interrompre. Et elle rejoue 45 minutes. Voilà, mais elle faisait tout le temps des trucs comme ça. On coupera cette anecdote. J'étais sûr qu'elle allait dire ça. Oui, donc je te disais, les règles qui m'insupportent au tennis, on devrait limiter le nombre de rebonds. Quand je vois Djokovic qui fait 30 rebonds, moi je fais autre chose pendant ce temps-là. J'écris un sketch, tu vois, je regarde 2 films et tout. Et puis si ça bat les fautes, hop, il y a la deuxième balle où il fait moins de rebonds, mais c'est insupportable. On devrait limiter à 3 ou 5 rebonds. Oui, et puis en plus, si tu lances mal la balle, tu la récupères, tu peux recommencer. Oui, c'est ça. Non, mais c'est invraisemblable. Une fois que tu as lancé la balle, le jeu doit partir. Il doit démarrer. Il n'y a pas de débat. Si tu as mal lancé, c'est ton problème. Dans le milieu du tennis, non. Personne n'essaye de... Non, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un sport qui est extrêmement conservateur et les gens qui aiment le tennis, la fanbase de tennis, c'est un conservatisme absolu. Oui, mais il y a des choses qui finissent par évoluer. Regarde, on a accepté des tie-breaks dans les grands chelems à la 5e manche. Sinon, il y avait des 16 jeux à 18 et... Oui, mais d'ailleurs, c'est l'argument qu'on me sort tout le temps. Sauf que c'est un seul changement en un siècle, quoi. Donc, si c'est quand même fabuleux. On parle de virer les lets. Est-ce qu'un jour, ça arrivera? De jouer, si une première balle dans sa vie, c'est let, de la jouer quand même. On devrait aussi, oui. Tout ce qui fait que le jeu est trop long, les temps morts sont trop longs, on devrait le supprimer. Il y a 90% de temps mort dans le tennis. Les joueurs ne jouent que 10% du temps. Entre 10 et 20, ça dépend des matchs. C'est pour ça que ça n'intéresse pas les jeunes. Ah ben bien sûr. Et toi, tu as créé une formule où il y a des matchs de 45 minutes, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Raconte. Oui, c'est pour cette raison-là. En fait, la fanbase de tennis, c'est celle des années 70 et des années 80. C'est moi, quoi. Ils ont moyenne d'âge 61 ans. 61 ans, exactement. Et chaque année, cette moyenne continue à aller vers à évoluer. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de nouveaux entrants et que c'est juste une fanbase qui vieillit. Voilà. Donc, il y a un vrai problème pour l'avenir du tennis. Et je me suis dit, c'est normal. C'est un format qui date d'il y a plus d'un siècle, qui a jamais été remis au goût du jour. Jamais. Et en fait, quand je regarde les critères de ce que les gens de moins de 40 ans regardent, ils regardent des trucs qui sont courts, qui sont hyper dynamiques, sans temps mort, qui sont hyper immersifs, qui sont authentiques. Le tennis, ça n'est rien de tout ça. C'est extrêmement long. On sait même pas quand ça finit. En plus, ça dépend du score. C'est extrêmement lent, puisqu'il y a des temps morts pas possibles. C'est pas du tout authentique, parce que tous les joueurs font semblant, ils font croire qu'ils sont gentils, bien élevés et tout, alors que c'est des tueurs, tous. Mais ils disent jamais la vérité. En conférence de presse, c'est une blague, ce qu'on entend. Et c'est pas immersif du tout. Donc, ça ne répond à aucun critère. Donc, je vais créer une ligue de tennis avec les mêmes joueurs. Je vais choisir les joueurs. Pas beaucoup, que des gens très, très connus. Et on va faire l'inverse. On va faire un truc qui est très court, qui dure 45 minutes, avec quasiment aucun temps mort. Il y a 15 secondes entre chaque point, donc c'est vraiment un sprint. Et tous les temps morts potentiels, on va faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a du coaching en permanence. Ils ont des micros, les coachs. On fait chaque changement de côté, il se passe quelque chose. On interviewe les joueurs pendant le match, très souvent, sur ce qu'ils viennent de faire. Ils ont un micro? Ouais. Pendant qu'ils jouent? De côté? Non, pas pendant qu'ils jouent. Ça, c'est trop, ouais, mais pas facile. Bah si, dans les... Ouais, parce qu'ils jouent à 2 à l'heure. S'ils jouent vraiment, ils peuvent pas, le micro, il va exploser dans les... C'est notre ami, iranien, comment il s'appelle? Ah, Barami. Barami, qui est un génie, mais qui est très très drôle. Ouais. Voilà, donc on a fait un truc, on n'a qu'une seule balle de service aussi, parce que les aces, c'est tout, c'est 1 seconde de jeu pour 30 secondes de... Oui, c'est chiant. Quand Becker jouait, je m'emmerdais, quoi. Et c'était pas le pire. Il y en a en termes d'ace, il y a eu pire que Becker. Donc, et puis le tennis évolue vers ça. Il y a de plus en plus d'ace et de services gagnants, alors que ce qui intéresse les gens, c'est quand il y a des rallyes. Donc, on a supprimé la première balle de service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les volets. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je n'aime que les volleyeurs. Moi aussi, je jouais sur les volets, auto-volets d'ailleurs, mais tu te souviens de Rafter? Moi, c'était mon joueur préféré. Ouais. Moi, c'est évidemment Federer, et quand il a eu 2 balles de match et qu'il a perdu face à Djoko, là, j'étais furieux. Je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps, et l'histoire dira non, c'est Djoko, ensuite Nadal et Federer 3e. Et c'est une souffrance chez moi que Federer ne soit pas le plus grand joueur de tous les temps. Je comprends.
Je comprends. C'est celui qui joue le mieux au tennis. Par contre, c'est pas le plus grand. Enfin, c'est pas celui qui a le plus grand palmarès. Oui, mais à quoi on juge la grandeur le Djoko, il me fait un peu chier, il renvoie tout, et j'ai l'impression qu'il a tout gagné puisqu'il a arrêté le gluten. Donc, si tu veux, c'est pas très précis. Je rigole, mais tu sais que les joueurs pros me disaient, après cette histoire, ils me disaient, tiens, je vais me faire tester pour voir si je suis pas intolérant au gluten. J'espère que je suis intolérant, mais comment on peut dire des conneries pareilles? C'est incroyable, quoi. Ils ont tellement été influencés par cette histoire que, bref. Mais donc, oui, cette ligue marche très bien. J'ai démarré en 2020 pendant le confinement et aujourd'hui on remplit les stades. On a rempli à Nîmes, les arènes de Nîmes, on a fait 12 500 places le samedi. On a été à Guadalajara avant, on a fait 20 000 places. On a vendu 20 000 billets. Et ça s'appelle comment? UTS. UTS. U. Oh. T. U pour Ultimate Tennis Showdown. Mais bon, on s'en fout du nom. En fait, on appelle ça UTS. Et ça va faire école, ce truc-là? Ça va être aimé un peu? C'est génial. Ça marche très très bien. Je te dis, on remplit les stades, on est diffusé partout dans le monde et chaque année ça grossit. Donc oui, je suis assez confiant pour l'avenir. C'était un vrai pari au départ. J'adorerais dire cette phrase. Chaque année ça grossit. Ouais. C'est terrible. Non, mais c'est génial comme format. C'est hyper beau à regarder. T'as que des jeunes en plus. T'as un petit peu le. Tu sais qu'à mon petit niveau, j'ai quand même joué avec des grands joueurs. Écoute, raconte-moi. J'ai joué avec Borg. Quand ça? C'était un truc avec Denis Brognard et le Roumain Ilie Nastase. Et c'était un double. On a fait un set en double pour une assos. Et moi, j'avais un très très mauvais revers quand je jouais au tennis. J'étais volleyeur, amorti, lob, un truc d'enculé, quoi. Et j'ai fait un acte manqué. Je dis à Borg, je vais prendre le revers. Et je me suis entendu le dire. C'est comme si j'avais tourné un porno et que j'avais dit à Rocco Siffredi, je vais baiser les 5 premières. C'est insensé. Ouais. Pourquoi j'ai dit cette phrase? Très bon parallèle d'ailleurs. Tu vois, j'avais pas compris, là maintenant j'ai compris. Ouais. Je sais pas, et donc il s'est passé quoi? On a gagné. Oui. On a gagné. Maintenant je suis passé au paddle, j'ai trahi la cause, mais Roman détestait mon jeu. Ah ouais, insupportable. Au tennis ou au paddle? Au tennis. Au paddle, non. Au paddle, t'es plutôt... Non, au paddle, on s'en fout de la technique. Mais au tennis, il est insupportable. Parce que je jouais des gens beaucoup plus forts que moi. Roman est plus fort que moi et je le battais. Il change de main, de raquette, Enfin, bref. Il change de main. Quand je suis battu du coup droit, je change de main. Il fait n'importe quoi. Ah ouais. Et à force de le faire, j'ai progressé, je fais des points, je fais 1 point sur 4. Il fait n'importe quoi, il touche toutes les lignes, il est insupportable à jouer. Il te déstabilise en fait. Oui, mais tu sais pas ce qui peut sortir de sa raquette, franchement. Ah oui. Tout peut se passer, voilà. Okay. Ça va pas aller très vite, mais ça va toucher une ligne, ça va ripper sur le filet. Je sais rien faire de ce qu'on apprend, mais je sors des coups d'un autre monde et je suis là où faut pas être, au milieu du cours. Voilà, et je nique Roman, c'est mon grand plaisir. Alors, écoute, il faudrait que je vois ça m'intéresse, la description. Non, parce que je suis passé au paddle, et depuis que je suis passé au paddle, je ne sais plus jouer au tennis. Ah oui? Plus du tout. T'arrives plus à centrer une balle, quoi. Non, mais si je match dans le vide, mon cerveau a intégré la taille de la raquette. Alors toi, ton cerveau n'a pas du tout. C'était ça, je l'attendais. Voilà. Je suis prévisible, hein. Je suis prévisible. Donc tu donnes des conférences, tu fais des livres, c'est ton 3e bouquin. Ouais. Votre potentiel est infini. Oui. C'est du coaching aussi, comment on appelle ça? C'est du développement personnel, ouais. Du développement personnel. Ouais. Et ça, c'est une commande. Oui. C'est pas un bouquin que tu avais décidé d'écrire au départ, mais on t'a proposé tellement de blé que tu as dit j'y vais. Non, j'ai trouvé que l'idée était sympa parce qu'en fait, d'abord, je me suis coaché moi-même de l'âge de 16 ans à 26 ans. Et quand on me demande, on me demande souvent, quand je fais des conférences notamment, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier de tout ce que vous avez fait? Je réponds toujours d'abord, je regarde jamais derrière, donc j'en sais rien. Mais vraiment, je regarde toujours ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai fait, c'est fait. Donc, mais je suis fier quand même d'une chose, c'est de transformer le gamin de 16 ans qui avait vraiment aucune chance, mais vraiment aucune, en un adulte de 26 ans qui était vraiment prêt pour faire de sa vie ce qu'il en avait envie. Et du coup, ça t'a donné le goût de donner leur chance à des gosses qui n'auraient jamais eu aucune chance s'ils n'avaient pas croisé ta route. On peut pas dire ça, parce que... Si, on peut le dire, je viens de le dire. Bon. Qu'est-ce que tu vas me faire? Rien, tu vois. Mais, en fait, ce que j'ai vécu moi et la manière dont je me suis auto-coaché pour m'en sortir, je l'ai utilisé ensuite pour mes joueurs... à chaque fois que j'ai eu des collaborations, et je me suis dit finalement ça pourrait servir à tout le monde parce que le tennis c'est une chose, mais on travaille aussi sur l'être humain.
sur la confiance en soi, sur tout un tas de choses qui servent. On va développer ça. Il y a 10 entrées dans ton bouquin. Je veux rapidement, parce que je sais que tu es pris, tu dois partir après, faire des vraies interviews et pas ce genre de mascarade. Donc, je voudrais que tu me dises en 2-3 phrases toutes tes entrées, tes titres. 1, le succès commence par l'estime de soi. Si on n'a pas confiance, si on n'a pas une bonne estime de soi, et c'est le cas malheureusement de la majorité des gens, on n'essaye même pas. On n'essaye pas parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver, parce qu'on a peur de l'échec. Et ça, tu peux l'inculquer à quelqu'un, l'estime de soi? On peut la développer, bien sûr. Oui, bien sûr. 2, la confiance, c'est l'action. Oui. Alors la confiance, c'est quelque chose qu'on va créer. Les gens espèrent tous qu'on va leur donner confiance, mais on ne donne pas confiance. Quand je coach un joueur, je lui donne pas la confiance. Par contre, je l'aide à la développer. Et c'est de l'action. C'est dans l'action qu'on crée la confiance. Et parfois, tu as des petites ruses, hein, oui, pour donner confiance. Par exemple, Serena Williams, elle avait peur de monter au filet, donc elle gagnait pas, tu vois, parce que elle volleyait mal. Et lui, il lui dit, après un entraînement, après un match, il lui dit, c'est incroyable, tu as 75% de taux de réussite à la volée. Et elle fait, ah ouais, moi je pensais que je volleyais mal. Elle fait, non, continue, c'est vachement bien. Du coup, elle prend confiance, elle volleye de mieux en mieux et elle gagne. Elle gagne le tournoi et à la fin, elle a vraiment 75% de réussite de filet alors qu'elle l'a jamais eu avant, parce qu'elle y croyait. Donc c'était une prédiction, c'était pas un mensonge. C'est exactement ce que j'ai dit. Mot pour mot. J'ai dit, je n'ai pas menti, j'ai juste anticipé. La confiance se crée par l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est de se mettre en mouvement déjà et de se donner des tout petits objectifs quotidiens et de commencer par les atteindre. Plus on atteint ces objectifs et qu'on a donc des petites victoires, plus on commence à prendre confiance. C'est comme ça que d'ailleurs que moi, je m'en suis sorti. 3, vivre dans la zone de progression. Explique. Par opposition à la zone de confort. Il y a la zone de confort, on progresse jamais. C'est-à-dire qu'on refait des choses qu'on sait déjà faire, où on est à l'aise. Et par exemple, saisir des opportunités. J'en parlais tout à l'heure. J'ai jamais pensé un jour que je ferais de la télé. J'ai eu Tu pensais dans tes rêves les plus fous me rencontrer un jour? Non, ça c'est le truc le plus fou. Mais n'allons pas aussi loin. Juste de coacher un jour, j'aurais jamais pensé. De faire de la télé, j'aurais jamais pensé. Tout le reste. Et en fait, c'est juste que j'ai eu des opportunités, mais tout le monde en a des opportunités. Tout le monde. Sauf que les 3/4 des gens, ils les saisissent pas. Sortir de sa zone de confort, et être dans la zone de progression, c'est une zone dans laquelle on apprend des choses nouvelles tout le temps. Alors parfois, je trouve que tu enfonces les portes ouvertes quand tu mets connaître les règles du jeu. Oui, il faut connaître les règles du jeu. Tout à fait. Pour pouvoir mieux les transgresser. C'est ça, Bien sûr. Non, alors connaître les règles du jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas les règles du jeu au sens tennistique, c'est comment ça marche. Comment j'arrive dans un nouvel environnement, comprendre les enjeux et comment ça se joue et comment on va gagner dans ce contexte-là. C'est ça, comprendre les règles du jeu. Ah mais ça c'est mauvais ça. Ah, c'est pas un bon titre. Non, j'ai bien aimé le bouquin, hein, mais ça j'ai pas aimé ces temps. Okay. 5, adopter un état d'esprit d'apprentissage. Quel que soit son niveau, on est toujours en apprentissage. Oui, les champions en permanence. Ils veulent toujours apprendre des trucs nouveaux. Ils apportent toujours des choses nouvelles à ce qu'ils savent faire. Oui, je te suis, très bien. Voilà, mais je fais court. 6, assumer la responsabilité des résultats obtenus. Pas se planquer derrière des fausses excuses. Ce que font les 3/4 des gens. En fait, les échecs... Des gens ou des joueurs? Les joueurs aussi, mais les gens en général. C'est dur d'assumer ses responsabilités, c'est dur d'assumer ses échecs. Donc c'est plus facile de se dire, ouais, mais j'ai pas vraiment eu ma chance, ou c'est de la faute d'un tel, ou de telle chose. Mais le truc, c'est que l'échec, c'est les moments où tu apprends le plus. Parce que ça te rappelle quelque chose. Parce que si t'as raté ta vie, c'est à cause de quoi? J'ai pas la bonne raquette. J'ai oublié ma serviette, ma bouteille d'eau, elle était trop froide. On a 5000 des mauvaises excuses. Mais non, il en a 100 des voix comme ça. C'est tout. Tous les joueurs de tennis se reconnaissent là-dedans. On n'arrête pas de se retrouver des excuses. Et le jour où tu arrêtes de te trouver des excuses, tu progresses un petit peu, oui. Oui, ouais. Surtout qu'en fait, les moments d'échec, c'est les moments les plus importants. Il faut pas en avoir trop parce que ça enlève de la confiance. Par contre, c'est des moments à chaque fois avec mes joueurs où j'ai réussi à faire les plus gros changements chez eux qui ont généré les plus gros résultats. Parce que l'échec t'apprend des trucs, la victoire, elle te conforte. Exactement. Encore faut-il, pour apprendre des trucs, assumer la défaite. Si je l'assume pas, je vais trouver des excuses et je vais rien apprendre du tout. Donc elle sert à rien, la défaite. Elle est que négative. Donc c'est pour ça que c'est un point très important. Apprendre. Je me rappelle de la défaite de Martina Hingis en 99. Elle mène en finale face à Steffi Graf. Elle s'embrouille avec l'arbitre.
Ça dure, elle quitte le court et tout. Finalement, elle perd le match et à la fin, elle veut pas revenir prendre son... Elle revient avec sa maman, en Ouais, pleurant. en pleurant. C'était un moment incroyable, j'y étais. C'est vrai? C'est vrai? C'était un moment dur, ouais, pour elle. Mais je suis très ami avec elle, donc... C'est une blessure pour elle encore? Tu imagines, oui. Bien sûr. Comme Henri Lecomte, c'est une blessure, sa finale ratée. Terrible. 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 Et puis en plus, il a été maladroit après, dans sa communication avec le public. Vous avez compris mon jeu. C'était le truc à dire. Hein. Ouais, mais quand on est dans la souffrance, c'est souvent dans ces moments-là qu'on est mauvais, quoi. Donc dans la communication. Donc, elle a fait un autre truc incroyable, Martina. Elle avait dit quand elle perd contre Mauresmo à l'Open d'Australie, on lui donne le micro. Puis alors là, en plus en ce moment, c'est encore pire. Et elle dit aujourd'hui, j'ai perdu contre un demi-homme. Ce qui est incroyable, quoi. La phrase. Mais c'est très homophobe. Bah oui, mais bon, à l'époque, ça passait. Pas bien, mais ça passait encore. Mais là, aujourd'hui, c'est horrible. À communiquer. Alors ça, c'est essentiellement la vie. Parce que... Si on t'avait dit ça à 13 ans. Bah, même si j'en avais conscience, j'en étais bien incapable. Mais la communication, c'est tout. Parce que c'est se lier avec les gens, c'est... Sans communication, on peut pas vivre, on vit seul. Et quand on communique mal... T'expliqueras ça au sourd-muet. Ensuite... Très bon. Gérer vos émotions. C'est impossible. Si, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Attends, je suis jamais allé à Wimbledon de ma vie. Et je regarde les matchs. Tu rentres sur le central, avec la famille royale et tout. Et je sais pas, moi j'aurais une bouffée d'angoisse immédiatement. Il y a un enjeu terrible, tout le monde attend de toi que tu gagnes. Alors quand je parle de gérer les émotions, c'est surtout toutes les émotions négatives qu'on vit qui vont nous faire agir à l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir. Bon, je te donne un exemple. Vous êtes en couple tous les deux. J'ai pas pris l'exemple au hasard. Hein. Oui, on coupera, chérie. Parce que nos femmes vont gueuler, là. Doudou, tu me jures. Hein. Voilà, et vous engueulez. Le ton monte. Et c'est là qu'on... Ah, ta femme arrive donc. Et c'est là qu'on monte dans les tours et qu'on dit des choses qu'on devrait pas dire, qu'on va regretter après, qu'on fait des choses ou qu'on prend des décisions qu'on va regretter. Et donc, ces émotions-là, elles sont extrêmement dangereuses. Et donc... Ne jamais rien décider sous le coup de la colère. Jamais, et surtout, et ne pas parler non plus. Et de prendre du recul, de laisser l'émotion retomber. Et là, il faut se poser la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux au fond de moi? Parce que tu veux, c'est avoir une relation super avec lui. Moi, ce que je veux lui. au fond de moi, c'est Roman. Voilà. Avoir une super relation avec lui. C'est ça que tu veux. Bon. Mais sur le moment, tu penses pas ça. Quand on parle du moment, t'assumes pas. Non, mais si, très bien. Vas-y. Je pense qu'il veut qu'on change dessus. Non, j'aime bien, mais... Votre entourage est principal. C'est primordial. Oui, c'est ce que j'ai dit. Très bien. Je déteste sa mauvaise foi. C'est le 10, ça. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé. Hein. J'ai vu. Il m'a niqué. L'entourage est primordial. Oui, incroyablement primordial. En fait, le regard que les gens portent sur toi, il va avoir des conséquences incroyables. Mais si t'as un mauvais entourage? Ben, il faut le changer. Si c'est les parents. C'est la seule chose que tu peux pas changer, mais à la limite, tu peux prendre des distances, tu peux te protéger, mais les gens que tu vas choisir autour de toi, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit, il faut que tu choisisses des gens qui ont un regard bienveillant sur toi. Il y a deux manières de regarder les gens. Tu peux regarder leurs défauts, tu peux regarder leurs qualités, tu peux les admirer ou tu peux les critiquer parce que tu vas ne regarder que leurs défauts. On a tous des qualités et des défauts, à part toi, qui n'a que des qualités, bien entendu. Mais nous, on est des humains. On a des qualités et des défauts. C'est le choix de chacun de te regarder d'une certaine manière. Si tu prends autour de toi des gens, tu t'entoures de gens qui vont regarder que tes défauts, ce que font quand même énormément de gens, bah finalement, ces gens-là, ils vont t'enlever de la confiance tous les jours. À l'inverse, si c'est des gens bienveillants, ils vont te rendre plus fort chaque jour. Donc, c'est extrêmement important de choisir des gens bienveillants autour de soi. Créer votre motivation. Alors, c'est quoi? C'est faire un programme? Non, c'est qu'en fait, on réagit tous à des choses différentes. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui vont dire à tout le monde, bah, je vais arrêter de fumer. Le fait de l'avoir dit à tout le monde, ça va les motiver de façon incroyable, alors que d'autres, à l'inverse, il faut surtout pas qu'ils le disent. On est chacun motivé par des choses différentes. Il faut comprendre ce qui génère de la motivation chez soi pour pouvoir l'utiliser. Je vois que tu t'es déjà projeté dans l'avenir. Non, on s'est amusé avec Roman à répertorier des choses incroyables qui se sont passées pendant des matchs de tennis. Bon, il y a des choses dramatiques. Monica Seles se fait poignarder pendant un match. Ben, j'en souviens très bien.
T'étais là? Non, j'étais pas là, mais j'ai vu à la télé, en Allemagne. Un fan fou, hystérique de Steffi Graf. Monica Seles arrive et puis elle commence à la battre. Et puis le gars est très inquiet pour l'avenir tennistique de Steffi et il devient fou. Et pendant un match, il rentre sur le terrain et poignarde Monica Seles qui n'aura plus jamais la carrière à laquelle elle était promise. Et ça a changé complètement d'ailleurs tout le dispositif de protection des joueurs depuis ce jour-là parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en danger. Voilà. Mais ça a foutu en l'air la carrière de Seles et souvent, quand on se fait poignarder, ça fout en l'air ta carrière. Oui, ça aurait pu être plus ou moins grave. En l'occurrence, je pense qu'en plus, le trauma a été invraisemblable, quoi. Inimaginable. Stéphane Edberg tue un juge de chaise. Ouais. Enfin, l'intitulé est horrible parce que... On a l'impression qu'il a fait exprès. Oui, c'est ça. On pourrait penser qu'il y a préméditation, mais il fait un coup droit dévastateur, ça tape l'aine du juge qui tombe de sa chaise et il meurt 4 jours après. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment l'accident. Et puis, invraisemblable, c'est plus jamais arrivé dans l'histoire de ce sport. Et pour lui, des égos de savoir comment il a dû vivre ça très très mal, mais comment on se remet d'un truc comme ça? Écoute, j'ai pas eu d'écho. Bon, d'abord, j'étais trop jeune à l'époque, j'avais 13 ans, c'était en 83. Parce que moi, je n'ai pas 67 ans. Mais donc, je pense qu'il l'a pas bien vécu, mais en même temps, à ma connaissance, il a continué à faire une super carrière, donc ça l'a pas traumatisé non plus outre mesure. Il est pour rien, quoi. Quand je dis que Federer, c'est le meilleur joueur à mes yeux et tout, je pense que Edberg avait la plus belle volée au monde. C'est vrai? Il était hyper classique. T'aimes bien les joueurs classiques? C'est marrant. D'ailleurs, c'est très étonnant venant de toi. Parce que j'aurais pas pensé. McEnroe n'est pas classique. Ah, t'aimes McEnroe aussi. C'est volé. J'essayais de limiter un peu. Il est au milieu du cours, et il anticipe. Il a des espèces de demi-volées comme ça. Il insulte tout le monde. C'est mon idole. Non, mais ça m'étonne que tu aimes autant Edberg et Federer, alors que c'est vraiment le classicisme dans toute sa splendeur. Et que j'aurais pensé que t'aimais plutôt Kyrgios et McEnroe. Kyrgios, j'adore Kyrgios parce qu'il est fantasque, mais rien ne m'a plus emmerdé que Björn Borg avec lequel je jouais. J'ai même pris le revers. On savait qu'il allait gagner, c'était un lavement. Je détestais Ivan Lendl, mais je le haïssais. Antipathique, chiant. Il a pas fait du bien au tennis. J'aime les gens flamboyants. Mon fils. C'est dommage qu'il ait jamais gagné. Il a un jeu incroyable. Après, on parlera pourquoi les Français n'arrivent pas à regagner. Martina Hingis, on en a parlé. Ivan Esinovic, tout ce qu'il a fait. Il a gagné Wimbledon alors qu'il était wildcard et 125e mondial. C'est invraisemblable. Il est venu juste à le tournoi avec une invitation parce que son classement lui permettait pas de le faire. Et il a gagné un grand chelem comme ça. Ce qui est fou. Michael Laudra en double, il tue un oiseau. Ouais. L'oiseau est passé, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il a traversé le court au moment où Laudra a servi et il a pris la balle. Mais t'imagines une balle. Non, c'était pas un service, c'était un coup droit pour un échange. T'es sûr? C'est possible. Pardon, mais contrairement à toi, je m'y connais un peu en tennis. Ok, donc autant pour moi, mais même un coup droit, s'il a frappé à plein pot. Après, il s'est agenouillé et il a fait une petite prière pour l'oiseau. On reconnaît le style Laudra. La question qui fâche. 83, Noah, depuis plus rien. Alors qu'il y a des grands joueurs en France. T'en as cité un tout à l'heure. Mon fils, Gasquet, La Bataille. Pas mal. Gasquet, son gars, aide-moi Romain. Jean, Clément, Gilles Simon à l'époque aussi, qui jouait très bien. Alors, oui, tout le monde dit parce qu'ils sont tombés pendant la période où il y avait les trois fabuleux, mais ça n'a pas empêché d'autres joueurs de gagner des grands chelems. Non, tu sais, d'abord, t'as tout à fait raison, Wawrinka, on a gagné... Wawrinka, 2. 3. 4. J'ai 4 enfants, ce n'est plus vous, monsieur. 3. Et un, la pique à Federer, ça m'a foutu les boules. Murray 3. Murray 3. Il y a même Del Potro et Cilic qui en ont gagné un. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment. Et puis ensuite, imagine ces joueurs-là aujourd'hui avec Alcaraz et Sinner, ils diraient la même chose. Exactement. Bon, donc non, ça, c'est pas recevable, c'est pas juste. Mais je pense que, bon, on a cité les meilleurs joueurs qu'on a eu en France. Donc, c'est des super joueurs, sans aucun doute. Après, il leur a clairement manqué quelque chose et je pense que c'est dans la tête ce qui leur a manqué. C'est probablement d'y croire plus. Dans le sérieux, peut-être, pour certains. Oui, aussi. Oui, probablement. Oui, mais ça va ensemble. Si t'y crois à moitié, t'as pas intérêt à tout faire parfaitement parce que de toute façon. Non, mais un mec comme Kyrgios aurait pu avoir une grande carrière s'il n'avait pas été fêtard et débridé. Il est pas spécialement. C'est pas qu'il est fêtard. C'est que pour moi, c'est des gars qui font du refus d'obstacles. Ils refusent la pression. En fait, qu'est-ce qu'il fait Kyrgios? Comme j'ai expliqué un peu ça tout à l'heure, mais il dit
les gars, moi je m'entraîne pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas. En fait, il dit à tout le monde, les gars, je ne veux pas de pression. Je ne veux pas de pression. En fait, refuser la pression, c'est refuser le plus haut niveau. Le plus haut niveau, ce n'est que de la pression. Et ces gars-là, très jeunes, ils ont fait du refus d'obstacle. Ils ont évité la pression toute leur vie. Ils sont incapables de l'affronter. Incapables. Bon, bah, s'ils feront pas, ils n'auront pas de grand chelem. Bon, c'est pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la fédération, de la formation des jeunes en France? Bah, je pense que déjà, il y a un problème global en France, qui est qu'on n'aime pas les gens qui sont ambitieux. On n'aime pas les gens qui ont confiance en eux, c'est des cons. Les gens ambitieux, c'est des prétentieux, ou les deux sont des prétentieux. On aime les gens qui réussissent, ça nous fait chier. On dit quand même, putain, ils ont dû faire des trucs malhonnêtes, c'est pas possible. Bon, donc il y a pas la culture de la gagne et de la grandeur en France. Hein. On l'a aux États-Unis énormément, qu'avec un mec qui réussit, tout le monde veut le copier. En France, on voudrait bien depuis. Oui, on voudrait qu'il y ait un nouveau vainqueur. Oui, mais c'était qui? C'est Maurice Bernard avant? C'était les Trois Mousquetaires. Il n'y a pas eu Maurice Bernard? Non, les derniers à avoir gagné. Déjà, il y a le seul Français de l'ère ATP, c'est Noah. Après, chez les femmes, il y en a eu. Faut dire, il y a eu Bartoli, il y a eu Mauresmo, ouais. Pierce. Si on peut considérer qu'elle soit française, Si. Oui, si. Elle a joué en Fed Cup. 3 grands chelems. Si. Bon, pas de mec, hein, donc voilà. Non, mais pourquoi on te nomme pas directeur de la fédération parce que pardon, hein, mais moi j'ai jamais été ébloui par Philippe Chatrier. On a donné son nom au cours central, mais j'ai pas vu en quoi c'était un grand dirigeant. L'autre, la notaire, là, comment il s'appelait je sais pas le Christian Bim. Ah, non, mais Christian Bim, j'ai jamais compris l'intérêt de ce mec à la fédération. Ouais, il était pharmacien, pardon. Si, il y en avait qu'un qui était sympa, c'est le mec du Sud-Ouest, là. Une fois, j'ai bouffé. Ouais. Ils m'ont invité à bouffer le soir et puis on devait jouer sur le central avec Noah. Il y avait Mauresmo, il y avait. C'était très sympa. Ouais. Et puis il a plu et puis finalement on a fait des échanges. J'ai joué sur le central la nuit. Magnifique. Quelle expérience. Et alors, c'était la même chose que ce que tu décrivais quand tu arrivais sur le central de Wimbledon? Non, c'était la nuit, il pleuvait, on a fait quelques échanges et il y avait Forget aussi. Et pour toi, à la tête de la fédération, tu serais formidable. Pourquoi on ne te la propose pas? Je ne sais pas si je serais formidable, mais en tout cas, la fédération a toujours considéré que les gens du privé sont des ennemis. Malheureusement, parce qu'en fait, le rôle d'une fédération, c'est dans le mot d'ailleurs, c'est fédérer, c'est emmener. De Roger Fédéré. De Roger Fédéré. Meilleur van de toute l'interview. Finalement, il a fallu attendre 1h09. Waouh, on l'a. Merde, t'es pas enregistré? Donc c'est normalement d'aller chercher les gens les meilleurs, et Dieu sait qu'il y en a en France. Hein. On a l'entraîneur de Daniil Medvedev, qui était un gars qui était entraîneur de club, qui a fait une carrière fantastique, qui est un super coach. Ta mère aussi était entraîneuse dans un club. Très bonne vanne encore. La Goulet. Il y a l'entraîneur de Sam Sumik qui a entraîné Azarenka. Enfin, il y a plein d'entraîneurs français qui ont fait des très très belles carrières. Ces gens-là, ils sont dans le privé, on n'en fait pas appel à eux. Il y a des très très bons formateurs en France, on ne fait pas appel à eux. Quand on n'est pas de la fédération, quelque part, on est exclu. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que quand le nouveau président Moreton est arrivé, il a demandé à me voir, donc on s'est rencontrés pendant Roland-Garros. Et il m'a dit comment ça se fait qu'il y a cette espèce de relation comme ça. entre vous, avec toi, l'académie et la fédération depuis des années, comment ça se fait, etc. Je lui ai dit, je vais lui donner un exemple. Tu vois le mec là qui fait le speech sur le court, avant les matchs, qui est payé par la fédération. Bon. Aujourd'hui, on n'a pas un Français qui joue bien. C'était il y a 3 ans. C'était vraiment le désert absolu. Bon, mais par contre, tu as des coachs français fantastiques. Tu vois, je vais citer le coach de Medvedev. Je vais citer les quelques coachs qui possèdent avec des joueurs de tout premier plan, qui sont français. Je lui dis, quand ce gars-là, il présente Medvedev sur le central, tu penses pas qu'il pourrait dire une phrase en disant « Et son entraîneur est français, il s'appelle machin ». Déjà, le tennis français, on passerait un peu moins pour des cons parce que t'aurais des Français qui réussissent. Parce que ça, c'est diffusé dans le monde entier. Puis en plus, ça ferait la promotion un peu du coaching en France, tu vois, ce serait pas mal. Et il me dit, t'as tout à fait raison, ce sera fait demain. C'était il y a 3 ans. J'attends toujours. Mais non, ils ne le feront pas parce que ce gars-là n'est pas un produit fédéral. Donc, c'est invraisemblable. On parle du tennis français, on parle pas du tennis fédéral, ça veut rien dire. Et encore, après, s'ils gagnaient tous les grands chelems, ce serait à la limite pourquoi pas, mais ils sont dans l'échec quasiment permanent depuis 40 ans, donc un peu de remise en question. Et puis, si tu veux, le gros problème qu'il y a aussi, c'est qu'on met en poste des gars qui n'ont jamais fait de formation, ils sont directeurs de la formation,
Et du jour au lendemain, ces mecs-là t'expliquent comment faut faire de la formation. C'est exactement si demain, incroyable. un connard qui a jamais coaché montait une académie. Oh, pardon. Pareil. Excuse-moi. Je me suis emporté. Pareil, mais j'ai eu je sais pas si, comment on dit, merde. En tout cas, j'ai pris un coach qui était, pour le coup, exceptionnel dans son domaine, et c'est lui qui a dirigé toute la partie formation. C'est pas moi qui l'ai fait. Après, je l'ai fait parce que j'avais de l'expérience et que je savais faire, mais du jour au lendemain, le gars devient un génie dans son secteur alors qu'il l'a jamais fait de sa vie. Et ton académie, là où tu essayes de lancer des petits jeunes, t'es pas du tout aidé par la Fédé? Zéro. Voilà, super, bravo. Et t'as identifié des gamins qui pourraient devenir numéro 1 mondial chez toi, non? Je le fais tout le temps parce que c'est le cœur de mon métier. Tu peux me sortir un nom, un petit espoir chez toi? Oui, je peux t'en sortir plein, mais... Vas-y, dis-moi 2-3 noms. Nikita Aberdeen, mais c'est un russe. Ah, tu es un français? Bah oui, moi J'en ai pas de français, moi. T'as pas de français? J'en ai pas beaucoup, non. Bah non, parce qu'ils sont... Alors, les gens chez toi qui ont un gros potentiel, Nikita Aberdeen? Ouais. Qui d'autre? Il y a une jeune brésilienne que j'ai découvert à Rio quand elle avait 12 ans. T'es sûr? Elle avait 12 ans, donc je pense que oui. Elle en a 14 aujourd'hui. Elle est déjà 25e mondiale chez les juniors. Elle s'appelle Victoria Barros. Ah, Barros, quand même, un indice. Pas mal, hein. Il est fort. Bon, voilà, mais il y en a plein. J'ai pas tous les noms en tête là, mais on a beaucoup de joueurs qui sont dans les meilleurs du monde. Et j'ai des plus jeunes aussi qui ont 10 ans, mais que vous les verrez quand vous viendrez pendant le gala. Avec qui seront tous là. On va terminer avec les tu préfères. Tu connais les tu préfères? Je suis très inquiet. Tu as raison d'être inquiet. Tu préfères, c'est la peste ou le choléra, quoi. T'as envie de répondre ni l'un ni l'autre, sauf que t'as pas le droit de répondre ni l'un ni l'autre. Il faut choisir. C'est horrible. Tu préfères prendre un service de Sam Groth en pleine gueule, le mec il a servi à 263 quand même, ou un smash de Sabalenka dans les couilles? Ah, je préfère le service dans la gueule quand même. 263 km/h. Non, genre, ça te pète le nez, ça te crève un œil. Bah, écoute, ça te pète toutes les dents. Le smash de Sabalenka, si tu veux, j'ai plus rien à faire après. Hein. Mais t'as 5 enfants, t'en veux 10? On sait jamais. Tu préfères revoir un psy sans dire un mot pendant 1 an ou faire des reproches à tes parents pendant 1 mois en continu? Je préfère faire des reproches à mes parents pendant 1 mois en continu. Je pense que ça me ferait plus de bien. T'as vu un psy pendant 1 an, t'as pas dit un mot? Pas un mot. Impossible. Et au bout d'1 an, t'as dit un mot et il t'a dit? Il m'a dit, cette année de silence fera partie de l'histoire de votre psychanalyse. Je pouvais pas dire un mot. J'y allais toutes les semaines, j'arrivais pas. Il n'y a pas un mot qui sortait. Tu préfères passer ta vie à corriger tes faiblesses ou à perfectionner tes points forts? Bah, je préfère passer ma vie à perfectionner mes points forts. Tu préfères rester au fond avec une femme ou monter au filet avec un homme? Bah, je resterai au fond avec une femme. T'es pas hétéro-curieux, quoi. Non. Montre-lui, Roman. Pas du tout. Tu préfères avoir le tennis en pension ou le pénis en tension? Ça, c'est une vieille contrepétrie. J'ai trouvé dans l'Allemagne à Vermo, j'y allais, je m'en sers. Il était tard, je la prends. Bah, le tennis en pension, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu préfères te gratter les couilles tout seul ou faire appel à un ramasseur de balles? Je vais garder la meilleure pour la fin. Hein. Non, j'ai besoin de personne pour me les gratter. Patrick, merci. Merci de ta gentillesse, de ta disponibilité. On était au spectacle, nous deux, parce que c'est un honneur pour nous que de te recevoir. Gentil. Et de parler tennis. Roland 2025. Les pronostics? Ah ouais. Chez les hommes, Alcaraz. Ouais. Et chez les femmes, je vais prendre une outsider. Pas si outsider que ça, mais je vais dire Coco. Elle rejoue très bien, ouais. Elle vient de faire 2 finales en Master 1000 sur terre, 2 de suite. Et elle a des qualités fantastiques pour être battue. Et c'est la surface qui, je trouve, lui va le mieux. Patrick. Cette victoire de Coco. Cette victoire de Coco Gauff, tu l'avais prédite. J'ai la preuve. T'as pas surpris? Non. Patrick, cette victoire de Alcaraz. Elle était écrite. Elle était écrite. Bah, moi, je trouve, parce que il a gagné Rome en jouant pas du tout son meilleur tennis. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait bien joué du tout. Sinner a mal joué, encore plus mal joué. Mais je trouve qu'il est rentré dans la tête de Sinner et je trouve dans un premier temps. Il a tellement de marge par rapport aux autres, Alcaraz, que même en jouant très mal. Je veux pas que tu passes pour un con, on va toutes les faire. Patrick. Cette victoire de Sinner. Cette victoire. Alcaraz est nul. Ouais, Sinner, il m'a impressionné, notamment contre Rude.
Mais quand il a joué contre Alcaraz, il a perdu ses moyens. Il a vraiment pas fait il a fait un très mauvais match. Après, Alcaraz a bien joué sur le plan tactique, ça c'est vrai. Mais ça suffit pas à expliquer le niveau de jeu la baisse de niveau de jeu entre les quarts et les demi et la finale. Patrick, ce retour de Djoko, personne n'y croyait. Alors ça, par contre, j'y crois pas du tout. Il gagne son 24e titre. Ah non. Tout peut arriver au tennis, mais c'est pas le scénario le plus favorable. Ça, c'est sûr, parce qu'il est vraiment, pour le coup, en manque de motivation, mais c'est terrible. Patrick, Benoît Paire. Commentateur sur France Télé cette année. Ce qui est vrai d'ailleurs. Merci Patrick. Avec plaisir, c'était un plaisir. Tu fais partie aussi de mon enfance, donc mon adolescence, pardon. Parce que je regardais l'émission et j'étais très assidu. L'Ardisson avec toi, donc j'ai entendu tes vannes pendant 15 ans. Ce qui se passe entre Roman et moi sort pas d'ici. Tu vas pas te répandre à l'extérieur. Je vais essayer de me retenir, mais c'est tentant. Merci. Merci. Merci beaucoup.